Je vais commencer par une première question. Tu l'as amorcé au début avant la séance. Je voulais savoir comment t'étais arrivé sur le projet, comment tu t'étais inséré dans ton processus d'écriture. Alors, oui, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Donc, Pierre avait commencé à filmer la partie que vous avez vue où Madeleine est avec Toto petit. Donc, dans la partie en split screen essentiellement. Il avait commencé à écrire ce qui allait être le scénario du film. Qui se composait de voix et de monologues, on peut dire. Et il m'a demandé d'ajouter, de construire des voix à partir du personnage de Madeleine. Je n'avais pas beaucoup plus d'éléments que ceux qu'il m'avait donnés, c'est-à-dire des choses qui concernaient sa vie, des souvenirs, des traces. Et à partir de ce qu'il m'avait un peu dit d'elle alors là je me souviens plus exactement si j'avais lu les histoires, les autres récits. Je crois pas. J'avais lu Madeleine et Monette et voilà. Ça a commencé comme ça. Et donc en parlant un petit peu tout à l'heure, je me suis aussi rappelé que je ne disposais pas du reste, c'est-à-dire de ce qui concernait Vincent, l'Inde, toute cette partie-là était presque autonome dans l'écriture, en tout cas de mon point de vue, quoi. J'en savais rien. Donc voilà. Et tu parles justement de ces voix que tu as écrites. Il y a un aspect très littéraire dans le film. Enfin, les voix sont vraiment tenues, et en plus on le découvre, c'est un peu une surprise au générique, on découvre qu'elles sont interprétées, qu'elles sont dites par des comédiens. Ça crée un dédoublement, un dédoublage avec ce que vivent vraiment ce que sont vraiment les personnes qui sont filmées dans le film. Et je me demandais comment t'avais travaillé ça, quel effet ça produit aussi sur le film. Peut-être un peu de fictionnalisation, tu mentionnais un petit peu. Alors, c'était le premier film pour moi avec Pierre. J'en avais vu peu de lui. Et donc, je ne me représentais pas tant que ça, justement, cette interprétation dans la voix. Bon, on peut dire quand même que ça vient aussi, cette construction qui sera dans les autres films suivants, c'est-à-dire Le Bel Été et le film d'après, et celui qui va venir, qui s'appelle Un Prince. Ça vient aussi du fait que, enfin je m'avance un peu, je vais dire des choses de la part de Pierre, peut-être que je me trompe, mais du fait que autant il y a des choses qu'il voit, qu'il met en scène, qu'il construit à partir de sa vie et de son paysage, de son espace, de sa rêverie, mais diriger des personnages et diriger des acteurs, je crois que c'est une chose qu'il n'aime pas particulièrement faire. Et donc, voilà, il ne s'agissait pas de faire forcément dire à Madeleine un texte ou dire à Monette un texte, mais de faire apparaître des choses de ces personnes et de ces personnages en elles-mêmes. Donc une voix extérieure et effectivement une voix, des voix qui sont littéraires, romanesques. Il y avait l'histoire du fait que Madeleine, elle tenait, je crois, c'est dit à un moment dans le film, une sorte de journal de l'arrivée de Toto. Et Pierre, lui, il a écrit vite des choses avec sa plume. Alors il y a ce petit livre qui est sorti après, que j'ai pris avec moi, dans lequel on a moi j'ai écrit un texte, Cyril Nera a écrit un texte aussi, et il y a c'est pas le scénario, mais c'est une reconstruction du récit du film à partir des voix écrites par Pierre et moi aussi, mais surtout à partir de la trame de Pierre.
Et bon, vous pouvez voir, et si j'en lis un bout, on l'entend aussi, que c'est voilà, c'est écrit de façon en effet très littéraire, Pierre choisissant chaque mot pour décrire aussi, oui, concrètement, son espace, mais aussi avec des termes, oui, choisis. Enfin, voilà, il y a un vrai travail de récit qui fait que non seulement c'est interprété par des acteurs. Alors, Madeleine, c'est Françoise Lebrun, avec qui il a fait d'autres films. Grégory Gadebois, je ne sais plus quel c'est le personnage de Pierre, voilà. Bon, je ne sais plus quels autres acteurs jouent les autres personnages. En tout cas, moi j'ai assisté par exemple à l'enregistrement de Françoise Lebrun. Pareil, c'était assez peu dirigé. Enfin, il fait une confiance, il choisit et après, bon, c'est très doux quoi, comme travail, vraiment. Mais comme tu dis, ça met des couches successives d'écart dans la narration qui construisent cette distance et cette romantisation du réel comme ça. Et justement, il parle d'abord du réel, il parle surtout de rencontres qu'il fait sur son territoire, des personnes, des voisins, c'est assez présent dans le film, ouais. Il y a beaucoup de questions d'amitié, d'amour, de rencontres. Et peut-être qu'on peut parler un peu justement de cette manière qu'il a de travailler avec des rencontres, de travailler avec des proches, et de faire, Cyril Néral disait, il fait des films sur, bien évidemment, mais surtout des films avec des gens, avec des rencontres. Peut-être qu'on peut parler justement de cette méthode de travail qu'il a Eh bien ça c'est vraiment dès le départ, enfin là je pense à un film qui s'appelle L'heure du berger. Il y a, je te disais aussi, des coffrets DVD qui sont sortis, pardon ça fait un peu pub, mais c'est parce que les films ne sont pas accessibles facilement et que quand même on peut les voir. Il y a 3 coffrets DVD qui sont sortis aux éditions de L'Œil, La Traverse. Ils sont des beaux objets parce qu'il y a les films de Pierre qui sont certains pas sortis en salle mais en festival, et des textes et des dessins et des images de Pierre. L'heure du berger par exemple, c'est un film qu'il a fait dans la maison dans laquelle il vit aujourd'hui avec l'homme qui vivait avant lui, donc avant qu'il achète cette maison, et qui était un voisin pour lui et un paysan. Bon, c'est ça qui est assez merveilleux dans son... Bon, oui, un peu bête de le dire comme ça, mais dans son univers, il métamorphose, où il sublime, où il fait apparaître chez des gens qui sont autour de lui les choses les plus subtiles et les plus belles. Et cet ami qu'il a filmé dans L'heure du berger... Là, c'est une scène très simple, il y a une scène comme ça très simple, il n'y a pas que ça dans le film, mais où ils sont autour d'une table, ils lisent un livre et ils font une sorte de jeu de cacophonie ensemble. Et bon, et Pierre a filmé ça tout seul et il a filmé cet ami, des moyens très simples. Et après, il a acheté cette maison dans laquelle il vit maintenant. Donc, et cet homme est mort et... Par exemple, ça c'est L'heure du berger, et effectivement tous les films qu'il a fait après sont des rencontres, soit avec des paysans avec lesquels il a travaillé, des voisins, beaucoup de voisins amis, avec lesquels en général il y a des relations de travail, il y a du faire, il y a du travail partagé, il y a de l'expérience partagée, et... Bon, par exemple, l'histoire de Madeleine, elle est un petit peu racontée au début du film. Il y a le fait qu'il met le film, la possibilité du film dans la rencontre. C'est-à-dire, tiens, si je te dis là, et c'est merveilleux, on pourrait faire un film avec
tout, en fait, assez vite, il y a quelque chose qui s'éclaire du fait de cette possibilité qu'il ne présente pas comme une appropriation de la vie de l'autre, mais voilà, une sorte d'univers un peu commun qui peut se raconter dans une forme. Et alors Madeleine, c'était un personnage, c'est une femme que moi j'ai rencontrée une fois après, voilà, très aristocrate, très charismatique, et elle a mis du temps, il le dit, à accepter ce film. Bon, et après, il y a effectivement ce qui se passe. Moi, je le vois un petit peu maintenant dans une autre dimension dans le travail de film que je fais, quand on met un objet film dans sa vie avec des gens avec lesquels on vit, qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ça produit que le film c'est pas aspire la rencontre, mais l'exauce, en fait. Donc, c'est difficile de dire ce qui se passe après, mais ça fait que si on lance un film là qui commencerait là maintenant, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sembleraient anodines, qui tout à coup vont faire signe. Et tout tombe dedans. Enfin, il y a quelque chose, pas tout, parce qu'on ne met pas tout dedans, mais et ça, bon, après, moi je m'en souviens peut-être presque plus pour le dernier, pour lequel j'ai écrit un peu avec Pierre aussi, enfin un personnage. Eh bien, les temps passés ensemble vont créer des scènes. Voilà, il y a des situations qu'on vit en étant potentiellement dans un film, et pas tout, mais enfin un certain nombre de choses peuvent en effet fabriquer des séquences. Bon. Et ça se fait après par petits bouts. Pour Toto, voilà, il y a un mélange de scènes vécues, recomposées, reconvoquées, et ce récit. Et les choses avancent parallèlement à leur rythme, et ça se construit à la fin au montage, tout ça. Tout à l'heure tu parlais de la scène des bains, plein de séquences comme ça, on peut imaginer qu'elles se sont écrites ou ajoutées parallèlement à la trame du récit qui s'écrivait. Voilà. Il peut y avoir des choses vues qui ne sont pas forcément celles écrites et racontées, quoi. Voilà. Et justement, il y a une rencontre avec des personnes, mais c'est l'essence aussi du film. Il y a un rapport aux animaux aussi, et le film se construit aussi dans ce rapport à l'animal, y compris son caractère imprévisible. Je pense à la scène du singe dans la chambre d'hôtel, mais aussi Toto qui gambade et qui sort du cadre, qui revient. Tous ces animaux qui surgissent en fait dans le cadre provoquent cet effet, conduisent aussi le film, lui impulse en mouvement. Et puis Toby aussi, le chien là, qui est dans la voiture. Ah oui, Toto, on peut dire que c'était vraiment... C'est lui qui lance le film d'ailleurs. Ah oui. Madeleine ne veut pas faire le film, c'est Toto qui le déclenche. C'est Toto qui autorise, qui devient le centre d'intérêt de chacun. Le film prend soin de l'animal en lui-même. Et puis après, ça aussi on en parlait un peu tout à l'heure. Bon, Pierre, il a un rapport quotidien avec les animaux, ce qui fait que quand il les filme, eh bien, c'est très immédiat. Et là, je sais pas pourquoi je pense à EO là, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. C'est difficile quoi, de filmer des animaux, c'est assez impossible quand même. Je ne saurais pas trop en dire plus là-dessus. J'ai écrit un peu des choses dans ce texte. Je m'en souviens pas non plus très bien de ce que j'ai écrit, sinon que je me souviens qu'il y a quelque chose quand même qui agit dans la place donnée au silence de l'animal, et un espace-temps comme ça, et la possibilité de la fiction par les voix, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est
qui se décale un peu de l'humain, en effet, si on essaye de faire des catégories un peu comme aujourd'hui. L'humain n'est pas incarné, l'animal est clairement incarné mais ne parle pas, donc il y a du champ comme ça qui se dégage dans les possibilités de voix, de qui parle, de métamorphose, voilà, à la fin, on comprend que Madeleine, elle a été complètement emportée par cette histoire, c'est une passion, au même titre que Pierre et Vincent, c'est une passion, enfin voilà, c'est un personnage à part entière, quoi. D'ailleurs, il y a deux scènes qui sont collées l'une à l'autre à la fin. Il y a les retrouvailles de Pierre avec Vincent dans le sauna, et les retrouvailles de Madeleine, qui sont un peu cruelles et un peu amères, à travers une grille avec Toto. Ouais. Oui, c'est vrai qu'elles sont parallèles, ces deux séquences. Ouais. Ouais. Et justement, il y a aussi cette superposition, y compris, je pense, à la surimpression de Joseph et des chats. Peut-être un lien qui se renoue aussi entre les êtres humains, et il y a une coexistence entre les deux dans le cadre, mais aussi dans le récit. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est, qui passe par une sorte de soin ou responsabilité des hommes et des humains, ou des femmes, et entre elles et eux, et ce dont ils doivent s'occuper, qui est les animaux, les plantes, la terre, et c'est ce qui les lie en fait. Et ça, c'est assez propre au mode d'existence de Pierre dans le Pays de Caux, c'est-à-dire on est reliés par les choses qu'on fait ensemble, quoi. C'est pas finalement c'est pas si direct que ça. C'est il y a quelque chose, il y a des choses, il y a du travail, il y a beaucoup de films, je te disais aussi, que Pierre a fait avec des anciens patrons, où en même temps il va documenter telle entreprise, telle ferme, enfin il ne va pas documenter, il ne dit pas les noms, mais enfin on a accès aussi au travail. Dans un rapport plus d'exploitation. Oui, mais il y a, je pense à un film, j'ai oublié son titre, et donc ça c'est un peu flou, mais ça peut arriver que justement ils mettent, ça on en parlait aussi tout à l'heure par rapport à la violence et à la chasse. Ne dissimule pas non plus la violence qu'il peut y avoir dans ces rapports-là, aux animaux, à la nature, à la dureté de tout ça, mais qui est aussi conflictualisé, libidinalisé entre les gens, enfin donc oui, voilà. Je sais pas s'il y a des questions, des remarques. Peut-être on peut parler peut-être du split screen, qui est ce foisonnement format qui saute aux yeux. On peut expliquer pourquoi ce choix, qui est technique, mais aussi lié au fond du film. Ça s'est vraiment inventé au montage, à cause de la différence de format entre la première caméra qui a filmé Toto, de Pierre, qui était, je sais pas si c'était une caméra HD, quelque chose comme ça, et puis l'autre format. Et donc, je crois que c'est la monteuse qui avait pensé à ça à un moment. Et en effet, cette construction qui est très surprenante, elle permet... moi, je trouve qu'elle met presque en valeur la forme du journal. C'est-à-dire que ce qui appartient pas vraiment, c'est pas tant un passé que ça, même si quand même on comprend, le film avance, Toto grandit, mais il y a comme un herbier ou comme un journal, il y a quelque chose comme ça. Tu parlais de montage entre les images qu'on se fait grâce au split screen. C'est un moment un peu d'expérimentation, quelque chose qu'on est en train de découvrir, de voir. C'est pas complètement on n'est pas complètement dans le film, même si on y est déjà.
Moi, je sais pas qu'est-ce que peut-être vous pouvez dire aussi comment ça, ce que ça a fait sur vous ce split screen. Je sais pas, qui renvoie à d'autres, complètement d'autres genres de films en plus, enfin, beaucoup plus de fiction, voire de série B. Moi j'essayais tout le temps de comprendre à quel point ça se passait à peu près en même temps, ou alors pas du tout. Enfin, je me demandais sur le rapport temporel entre les images, et parfois on voit que c'est pas en même temps, puisque forcément l'animal fait deux choses différentes, mais qui se répondent l'une l'autre. Parfois on se demande est-ce que c'est comme s'il y avait deux caméras en même temps. La même scène qui serait filmée de deux points de vue différents. Enfin, ça fait un effet un peu étrange, mais c'est vachement intéressant. Je voulais poser une question sur ça, donc c'est parfait. Je pense que il n'y avait pas de caméra, en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc après, ça, Pierre en parlera mieux de comment ils ont monté ces images. Mais effectivement, ça, je trouve que ça fait apparaître quelque chose comme les étapes de Toto qui grandit, quelque chose comme ça, mais j'ai pas beaucoup plus d'éléments sur comment ils ont construit ça au montage. Mais aussi parfois c'est les autres animaux qui sont filmés. Enfin, on a Toto à gauche par exemple, et puis soit le chien au moment où il y a les poules, etc. Donc, il y a aussi une espèce de lien interespèce, quoi. Il y a une dimension aussi qui est présente dans le film, c'est la dimension psychanalytique. On peut parler aussi de libre association entre les images qui sont mises en regard dans le split screen. Bah oui, après je sais pas si c'est psychanalytique directement. Bon, en tout cas, c'est il y a de la rêverie, quoi. Il y a du jeu visuel, il y a du mélange, il y a du désir aussi. Je trouve que c'est quand même ça qu'on voit même dans ces plans d'animaux, quoi. Simplement comment il y a quelque chose presque du rapport amoureux qu'il arrive à construire entre ces deux bouts d'image. Et sur la dimension psychanalytique, oui, il y a les rêves. Il y a les rêves, il y a l'enfance, il y a tout ce que raconte le personnage de Vincent à la fin. C'est-à-dire que quand même, on peut se dire à la fin que Toto a été le moyen de faire apparaître des contenus comme ça, imaginaires. Bon, c'est le film qui fait monter ça, et que dans ces contenus imaginaires, il y a de l'enfance, il y a de l'animal, et il y a de la violence aussi, parce que quand même dans quasiment chaque récit, il y a violence, ou en tout cas douleur, expérience douloureuse à un moment, liée à des figures parentales autoritaires, ou il y a la chasse, on en parlait aussi tout à l'heure. La chasse, c'est un motif très présent dans les films de Pierre. Voilà, parce que c'est des souvenirs d'enfance très, très forts, et dans lesquels il a puisé énormément d'images, de sensations, de perceptions, de scènes d'hommes, et puis de scènes collectives, des scènes intimes. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce film et dans son cinéma en général, c'est que il arrive à montrer la chasse. C'est pas une chose qu'il aime, mais il a aimé des chasseurs, où il a aimé, et c'est ça que ces films font revenir, certaines sensations qui pouvaient être mêlées de désir et de violence, ou de choses désagréables. Bon, c'est intéressant de se poser ces questions-là quand on fait un film, ou quand on écrit d'ailleurs, c'est-à-dire
comment aller jusqu'à la restitution de ces ambiguïtés-là, qui suppose de pas choisir, c'est-à-dire de ne pas abandonner complètement la représentation des chasseurs, parce qu'en fait, si je ne montre pas ça, eh bien, j'ai pas accès à cette érotique-là, qui est bizarre, mais qui aussi parle de tout le reste. Enfin, je dis bizarre, Pierre pourrait le dire aussi, c'est-à-dire voilà, les zones d'ambiguïté, d'ambivalence, en fait, avec lesquelles on est fait. Et alors ça, je dirais que c'est peut-être plus... Enfin, c'est présent à l'image, bon, la scène de repas des chasseurs, joie et bizarrerie, et d'ailleurs la bizarrerie aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est un film où il y a beaucoup d'humour, il y a des moments un peu de surprise, d'inattendu, on accepte d'être un peu bête ou béat ou enfant comme ça. Donc c'est à l'image et c'est aussi dans les récits, mais toujours dans des choses très... Bon, dans le récit de chaque personnage, finalement, il y a une histoire, il n'y a pas grand-chose qui nous est dit, ça parle pas des tonnes, hein, c'est très... L'histoire de Monette, c'est très fugace, on n'a pas besoin d'en savoir beaucoup. Et ça affleure au fil du film, et ça éclate à la fin, où les récits sont étanches. Tu me disais, il n'y a pas de rencontre entre ces personnages, ils avancent vraiment de façon parallèle, mais il y a un jeu d'écho assez fort, et ils se retrouvent à la fin à se livrer sur leur enfance, et on perçoit cette douleur dans un film très doux par ailleurs, et au détour d'une... Il y a beaucoup de non-dits aussi, je pense à Monette, on n'a pas besoin de beaucoup pour prendre la mesure de leur existence, d'une existence qu'on devine assez dure. Oui, c'est vraiment des précipités biographiques comme ça, c'est des petits bouts de récits. Et oui, c'est ça qu'on se disait tout à l'heure, c'est que effectivement Monette, Madeleine, c'est un espace, elles se sont occupées toutes les deux de Toto, et l'autre partie, c'est Vincent et l'Inde, et Joseph. Bon, tous ces personnages se rencontrent jamais tous les quatre, c'est Pierre qui les fait exister ensemble, avec, voilà, comme tu dis, effectivement, d'aller chercher, enfin, il y a comme un ressort, on peut dire que peut-être Toto est effectivement le ressort un peu enfantin chez chacun qui suppose aussi qu'on puisse, que chacun soit amené à dire un peu de cette intimité de son enfance. À la limite, on n'a même pas besoin de savoir si c'est vrai ou pas vrai pour chaque personnage, mais et parce que Toto est un rescapé de la mort, justement. Bon, alors cette violence-là à laquelle il a échappé, elle fait parler chacun un peu de ce à quoi il a échappé pour devenir adulte, quoi, quelque chose comme ça. Et chaque récit avance en parallèle, et je ne sais plus si tu avais précisé, mais tu as écrit une partie du film, et Vincent a écrit une autre partie, Pierre Trévidic aussi. Peut-être revenir aussi sur la part de chacun dans cette écriture. Alors, je ne sais pas précisément Pierre Trévidic, et Vincent, je pense qu'il a écrit une partie de ce qui se passe en Inde, et Pierre, après, a tout repris. Voilà. Mais sur la place de Pierre Trévidic, je ne sais pas exactement ce qu'il a construit. Mais oui, chacun a donné un peu au départ des choses, et après Pierre a réécrit beaucoup, quoi. Tu es toi-même cinéaste, tu as réalisé plusieurs films, et je me demandais si tu te retrouvais dans la démarche de Pierre, dans sa méthode de travail, dans son élan. Oui, j'ai pour l'instant réalisé un film et des petites choses aussi, d'ailleurs les 2 films que j'ai fait à partir du Bel Été qui sont pris aussi dans son élan complètement, c'est-à-dire que moi j'ai fait des choses un peu, j'ai écrit sur les films depuis longtemps, mais il y a eu un moment où
la façon de Pierre m'a donné envie, m'a autorisé. Je peux dire, ah bon, parce que c'est moyen, même si c'est très construit. Et bon, Toto, c'est un film. Il y a les longs métrages, mais en marge des longs métrages, il fait toujours plusieurs films plus courts seul. Il n'attend pas les moyens du cinéma pour faire des films. Et ça, oui, c'est très libérateur. Oui, et puis sur ce que je disais tout à l'heure de la machine film dans la vie, au sens de cette chose qu'on peut mettre au milieu des choses, entre le réel et soi, quelque chose de ce que fait Pierre qui m'a donné envie et l'élan, certainement. Ouais, certainement. Ouais. Même si après j'ai fait plutôt de mon côté, mais parce que à Paris, parce que dans d'autres espaces, mais oui, complètement. Ouais. Parce qu'il a toujours envie même s'il n'est pas du tout accroché au besoin de produire et de faire des films, c'est comme une proposition amoureuse quand même. Il y a quelque chose comme ça, du coup, bon, c'est plutôt sympa comme point de départ pour faire des films. Il y a quand même toujours un peu une histoire d'amour, que ce soit avec un homme, une femme ou un marcassin. Et il faut quelque chose pour raconter une histoire d'amour, sinon l'amour, c'est pas que c'est plus difficile, mais enfin il y a quelque chose comme ça qui lie vraiment intimement les choses chez lui, quoi. Y a-t-il une question? Toujours pas. Merci. Tout à l'heure, vous évoquiez le film à venir, Un prince. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Alors, donc le film est en montage. Qu'est-ce que je peux dire pour pas trop m'avancer non plus? Eh bien, c'est un film qui raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Pierre-Joseph. Et Pierre-Joseph cherche du travail comme jardinier. Et un jour, il répond à une annonce qui le conduit dans un domaine, un château, qui est tenu par un propriétaire dont il s'aperçoit que c'est un ami, enfin un camarade d'enfance. Voilà. Et je vais juste dire ça, pour l'instant, c'est un tout petit bout. Mais c'est un film qui quand même suit, il y a tout à fait une continuité avec Vatoto, mais avec peut-être plus d'enfance encore, lié à Pierre-Joseph étant un personnage aussi du Pays de Caux, inspiré aussi d'éléments de la vie de Pierre. Voilà, mais je n'ai pas envie d'en dire trop plus parce que oui. Mais ça devrait, je pense, sortir l'année prochaine, quoi, puisque là il est en montage, je sais pas, au printemps ou à l'automne prochain, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, si vous avez, je sais pas, des réactions ou des questions. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son rapport à l'église? Parce qu'il y a deux plans qui se passent dans des églises, dans une église, et le premier m'a un peu surpris. Je suis pas forcément. Alors après, j'ai mieux compris parce qu'il met une musique un peu rock. Dans un plan très serré, on n'est pas sûr qu'ils sont dans une église, mais on comprend parce que c'est un son d'orgue. Et après, il y a un deuxième plan peut-être un peu plus lyrique, où il y a Madeleine dans le jour, etc. Et comme il parle aussi beaucoup de psychanalyse, on se demande s'il oppose un peu les deux, et s'il n'essaie pas de... Enfin, oui, est-ce que vous avez des éléments sur son rapport à la religion et ce qu'il a voulu dire?
Je saurais pas du tout répondre, mais comme ça, je dirais quand même que c'est pas un homme d'église, Pierre. Vraiment. Vraiment pas. Non, moi j'adore cette scène, surtout avec Vincent dans l'église, là. Je sais pas ce qu'elle raconte. Je serais incapable de décrire ce qui se passe, mais je trouve ça tellement sexy comme moment que... Voilà, j'arrive pas à aller beaucoup plus loin. Ça fait partie de ces... d'ailleurs, il y a une scène dans une... je sais pas ce qui va avoir été tourné de... c'est des lieux quand même, d'abord. Il y a une scène dans une chapelle dans Un Prince aussi. C'est des lieux parmi d'autres lieux. C'est pas des lieux que Pierre fréquente. Et pour parler simplement de la séquence avec Madeleine, là je l'ai plus en tête exactement, mais la séquence avec Vincent, moi je l'ai vue comme une scène parmi d'autres, pour moi étranges, de Vatoto, où il y a vraiment une construction d'une liberté, d'un mélange de gestes et de postures, et de... Voilà, il se trouve là, et qu'est-ce qu'on peut dire de cette scène? Elle est très mystérieuse. Mais par exemple, est-ce que vous savez la musique qui est en fond, qu'est-ce que c'est? Je cherchais le nom du groupe. Elle est au générique. Ouais. Et les paroles, ça disait quoi? Je me rappelle. Ça, je sais pas. Mais il y a une scène aussi dans le restaurant, quand les deux sont attablés et que les chasseurs arrivent, que moi j'ai confondu un peu avec la scène justement. Je croyais que c'était des hommes d'église avant de comprendre que c'était une réunion de chasseurs. Oui, Ouais. Et vraiment ce côté biblique. Ouais, il Très fort. n'y a pas un rapport néant. Avec Non, pas cas. du tout. J'y ai Et pensé surtout- pendant tout le long, quand elle est dans la lumière devant le vitrail à la fin. C'est quand même intentionnel, je pense. Mais après, c'est vrai qu'à part à construire des interprétations, et là je suis pas prête. Par exemple, dans Le Voyage à Vézelay, qui est un autre beau film de Pierre, il y a une séquence complètement absurde avec un prêtre ou un moine de l'abbaye de Vézelay, où Pierre va voir la tombe de Georges Bataille. Bon, là, il met en scène un prêtre qui donne des indications. Je ne sais pas quelle question il lui demande. Bon, en tout cas, qui est mis en scène dans une situation burlesque, nettement. Donc, en général, moi, j'ai du mal à la voir, en tout cas, les représentations qui sont liées à l'Église dans les films de Pierre. Il y a pour moi toujours du second degré ou du burlesque un peu, voilà, quelque chose comme ça, mais pas, bon, c'est pas non plus, pas de moquerie, c'est pas ça, mais une sorte de suspens, quoi, ouais, de décalage. Ou bien c'est simplement la vie dans les villages du pays de Caux Voilà. qui intègre ce rapport-là. C'est ça, ouais. Et est-ce que vous avez la réponse au feuillage final sur le lit dans la... Alors c'est la tanière. Ah, oui. Donc le sauvage s'est invité à l'intérieur du domestique. C'est la tanière de Madeleine, ouais. Qui rentre dans son terrier, qui est rentrée dans son terrier. Elle s'est ensauvagée. Comme moi bientôt, dans quelques heures, comme nous rentrerons. Non mais elle est étrange cette tanière-là, hein. Ouais. On en parlait après, tout à l'heure, on en parlait avant. Il y a des moments un peu fantastiques comme ça dans le film, et à la fin ça s'accentue, quoi, ça pète un peu, comme ça explose un peu, je veux dire, cette dimension-là qui est un peu... qui frôle un peu par moments dans le film, et cette scène de la tanière. Et c'est presque, je veux dire, Pierre, il est aussi plasticien quand même, c'est-à-dire qu'il fait des dessins, il fait des sculptures, chez lui, il y a voilà, il va ramasser une chose, la mettre dans telle position, enfin, il y a ça aussi, je pense
pense que dans certains plans, et par exemple le plan aussi de retour un peu imaginaire de Toto qui arrive en très gros contre la vitre de Madeleine, c'est presque des plans qui sont comme des œuvres plastiques de Pierre Créton pour moi, c'est-à-dire ça décolle un peu du film. Et en revanche, on est dans un espace, une sorte de scénographie de plasticien un peu, quoi. Il y a beaucoup de surcadrage, voilà. Tous les plans, même les plans sont parfois découpés par la lumière, oui. Il y avait vraiment des choses comme ça dans le film. Oui, mais des fois ça ressort plus que d'autres, quoi. Et donc La Tanière, c'est vrai que c'est un peu on sort un peu de l'espace du film presque. C'est une installation. Voilà, ouais. Enfin, je dis ça, là c'est de l'interprétation, il dirait certainement pas ça. Moi cette scène me ferait penser ça un peu aujourd'hui parce qu'elle m'a toujours surprise à la fin. Je n'ai pas toujours compris ce qui se passait, ou ouais, mais c'est ça qui est marrant aussi, c'est que bon, qu'est-ce que ça vient faire là, on peut dire. Finalement, tout le monde a disparu, et ouais. Toto et Madeleine. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Si tu veux rajouter quelque chose. Non, mais merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.